Aujourd'hui, je me trouve avec Philippe Nicolas. On s'est rencontrés parce que le métier qu'il fait est un métier hors du commun. J'ai eu l'occasion de le rencontrer du fait qu'il a été maître d'art dans la glyptique. Et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, bonjour Anne. On ne dit pas dans la glyptique d'abord. Alors qu'est-ce que la glyptique? C'est ça, on commence par le début. Donc il existe plusieurs manières de pratiquer la glyptique. Évidemment, il y a plusieurs métiers autour de la pierre dure. En fait, dans la définition de glyptique, c'est l'art de graver des pierres. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus, l'art, c'est-à-dire que ce sont des pièces uniques. Alors qu'il existe d'autres métiers qui travaillent des pierres dures, par exemple le lapidaire, le travail autour, qui pour moi sont plus des techniques plus artisanales. Le lapidaire, comment tu le différencies? C'est-à-dire que c'est juste de tailler avec des facettes le lapidaire, tandis que toi tu crées d'autres formes? C'est tailler avec des facettes, ou sinon il existe aussi le travail autour, c'est-à-dire ajuster des morceaux de pierre dure dans des parties en métal ou des pierres dures entre elles. D'accord, oui. Moi, ce qui m'importe, c'est en confrontation avec la matière, puisque c'est un travail de taille directe, je crée au fur et à mesure l'œuvre. C'est ce qu'on appelle un travail de beaux-arts. Et c'est ça que je cherche à pratiquer principalement, que j'ai pratiqué, je crois, dans ma vie, et que je cherche à transmettre aussi. C'est pour ça que les profils sont très particuliers, toi, dans tes équipes. Moi, j'ai pas du tout un profil joaillerie. En fait, au départ, j'ai un profil dont j'ai fait l'école Boulle en gravure sur verre. Là, j'ai appris dans un atelier pendant 4 ans la technique de la gravure sur verre. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts, puisque c'était ça qui m'intéressait, l'école de Beaux-Arts de Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. Et là, ce que j'ai appris, enfin, j'ai perfectionné, j'ai acquis cette passion et cette vocation d'artiste sculpteur. D'accord, c'était aux Beaux-Arts que tu as pris cette Non, c'est là où embranchement. c'est vraiment le tournant, quoi. On peut dire que quand tu fais les Beaux-Arts, tu vas pas... Voilà, D'où le fait que tu es sur une pièce unique, que tu fais un dessin, que tu crées tout un cheminement artistique. Tu pars d'un dessin. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ton dessin Alors ça, c'est justement tout le sujet. C'est-à-dire qu'à la sortie des Beaux-Arts, j'ai proposé mes services à la place Vendôme, enfin au geôlier de la place Vendôme. Je faisais du porte-à-porte, littéralement. Oui. Et j'avais 21-22 ans. À l'époque, j'étais auxiliaire de travaux manuels à l'Éducation nationale et prof de dessin à l'occasion aussi. Un jour, on m'a proposé de devenir prof de dessin, on m'a proposé un poste, et là, je l'ai refusé parce que je me suis rendu compte que je ne saurais jamais ce que je voulais faire. Tu as fait un choix. J'ai fait déjà parti dans ton choix. Alors, je faisais du porte-à-porte, et là, je me vendais comme graveur-sculpteur. Et ça, c'était c'était pas très courant dans le milieu, parce que lorsque les joailliers avaient quelque chose à se faire réaliser, à ce moment-là, ils s'adressaient à plus des artisans qui exécutaient plus ou moins le dessin à réaliser. Et moi, j'ai appris comme ça, grâce aux joailliers aussi, la rigueur joaillière, l'application de la pierre à la joaillerie. Mais j'ai toujours cherché à faire que des pièces uniques et des pièces dans lesquelles j'avais la possibilité de m'exprimer. Signer des pièces ou les dessiner soi-même, ça c'est arrivé au fil du temps, finalement. Parfait. C'était plus des commandes alors, dans ces cas-là. Au début, tu répondais Tout à fait, oui, ça a toujours été des commandes. Ce peut être, est-ce que vous pouvez me sculpter une fleur comme ci, une tête de tel animal, mais là j'avais quand même une certaine liberté d'expression. Sinon je ne prenais pas la commande, je ne le faisais pas, ça ne m'intéressait pas. D'accord. Ah oui, c'est bien ça. Tu sentais que tu pouvais y amener quelque chose, et donc tu allais dans ce sens-là. Ça demande aussi à ce qu'en tant que prestataire, tu sois bien en symbiose avec
ton donneur d'ordre, la personne qui était... Oui, bien sûr, ça a pris un petit peu de temps, mais très vite, on s'est aperçu que finalement, c'était assez intéressant de travailler de cette manière-là, parce que ça permettait de créer des pièces qui avaient une expression et qui créaient l'émotion. Ça permettait... oui, c'est des pièces qui obligatoirement créent l'émotion. Tu te souviens de tes premières pièces? Ça ressemblait à quoi? Oh bah, j'ai fait des premières pièces pour Marchak à l'époque. Il y avait un monsieur responsable de la boutique et de l'atelier qui s'appelait monsieur Bertrand, qu'on appelait, et qui m'avait donné, il faisait des tableaux en bas-relief de toutes les fables de La Fontaine. Et donc, il me demandait des parties à réaliser en pierre. D'accord, qu'il incrustait. Voilà, donc il y avait beaucoup de dessins parce que c'était des vêtements d'animaux de la fable, des fables, c'était des choses comme ça. Et c'était toujours amusant parce qu'on cherchait la pierre qui correspondait exactement aux vêtements, la couleur, le style. On voulait adapter la couleur et là je réalisais aussi la patine selon la texture qu'on voulait rendre. Ça, c'est vraiment les premières pièces que j'ai réalisées. Okay. Quand est-ce que tu es passé à ces pièces-là, à la joaillerie? Bah, lui, c'est Marchak, c'était déjà un joaillier. Ok. Après, par connaissance, en fait, à l'époque, la maison Christoffel travaillait beaucoup avec Marchak sur ses pièces. Et il y avait aussi d'autres ateliers comme... je ne sais pas si on peut les citer qui ne sont plus là. Il y avait l'atelier bois, il y avait tout ça. Et curieusement, aujourd'hui, je retrouve tous ces gens qui travaillaient dans les ateliers. Tu les trouves ailleurs? Je les retrouve dans mon parcours, sur mon parcours. Et après, les ateliers m'ont fait rencontrer comme ça la Maison Jarre. Et très vite, avec la Maison Jarre, j'ai proposé de travailler pour lui en exclusivité. Et en contrepartie, je travaillais un petit peu le temps que je voulais sur la pièce et lui m'octroyait une rémunération. L'avantage, c'est que ce sont vraiment des pièces sur lesquelles j'ai pu aller au bout du bout. C'était exceptionnel. Voilà. Dans le travail qui était à réaliser sur la pierre. Voilà. Parce que c'est un monsieur, faut dire que la Maison Jarre est une maison qui réalise que des pièces exceptionnelles, des pièces uniques et exceptionnelles. À l'heure actuelle, on les trouve, il y a des expositions dans lesquelles il y a des pièces Jarre. Et quand on les voit, c'est vrai que, et dans le volume et dans l'originalité, il y a une patte qui est assez incroyable. Qui à l'heure actuelle, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qu'il a fait. En fait, pour ma part, je garde un souvenir extraordinaire, évidemment, de ces 25 années que j'ai travaillé pour lui en exclusivité. Maintenant, j'ai beaucoup aussi de reconnaissance avec tous ces ateliers, ces ateliers parisiens, qui à leur manière ont contribué à ces pièces magnifiques. C'est-à-dire que, en fait, la particularité de ces pièces, c'est qu'il n'y a pas c'est jamais tiède. On va au bout de la chose. Et on aime ou on n'aime pas. C'est ça, mais il n'y a pas de concession. D'accord. Voilà. Dans le côté artistique, dans le côté travail, toi, de ce que tu amènes, dans lui, ce qu'il veut aussi. Dans mon travail à moi, dans le travail des joailliers, c'est-à-dire que lorsqu'il avait décidé de réaliser une pièce avec telle technique, on la revisitait jusqu'à ce qu'on satisfasse l'esthétique de la pièce au maximum. Que ce soit en sertie, en sculpture de métal, en sculpture de pierre, tout ça. Tu peux nous parler d'une pièce en particulier pour qu'on s'imagine les volumes, le style? Parce que... En fait, peut-être que des pièces assez marquantes, il y en a deux. Il y a une tête de zèbre que j'ai fait à partir d'un bloc de jaspe zébré. D'accord. Cette pierre avait été trouvée par Joël et il m'avait demandé de réaliser une tête dedans. Et toute
mon expression a été la manière avec laquelle j'ai exploité la matière, c'est-à-dire comment les zébrures ont été bien exploitées par rapport au brut. Au positionnement Voilà. C'était pas évident. Je crois que je la vois, cette pièce. Bon, après, ça reste une pièce char. Moi, je ne revendique jamais une pièce, je revendique juste mon travail. Donc, c'est une pièce qui est unique parce que cette pièce, elle a été extraite d'une matière que je ne pourrais pas forcément refaire. Ça serait différent. Et lui trouver ou toi tu trouvais les pierres, comment tu les trouves ces pierres qui sont quand même assez exceptionnelles? Les pierres que je travaille sont des pierres dures, des pierres qui se travaillent par usure, c'est-à-dire que en fait avec un abrasif on use la pierre avec un support différent selon le résultat recherché. Ça peut être le support du fer, du bronze, du cuivre, du bois. Et on utilise des poudres abrasives aujourd'hui de diamant industriel, du diamant bord qui est calibré. Et en fonction du résultat recherché, du douci, du poli, on utilise un grain plus ou moins fin, plus ou moins gros. Et aussi, on utilise des outils tout diamantés dans la masse, comme aujourd'hui il en existe, tout diamantés par électrolyse ou dans la masse ou par électrobrasure, avec des grains différents. Donc ces pierres, où est-ce que je les trouve? Je les trouve sur des marchés de pierres dures, de minéraux. Donc il y a un très grand marché à Tucson aux États-Unis. En début d'année, janvier-février. En février. Oui. Et après, il y a aussi Sainte-Marie-aux-Mines au mois de juin en France, qui est un très beau marché. Et sinon, il y a 2 marchés en Allemagne, à Munich aussi, qui sont très intéressants. Maintenant, la difficulté de notre époque, c'est que plus le temps passe, plus ces marchands de pierres ont moins de brut, parce qu'il y a moins de gens qui les travaillent, parce que c'est lourd à porter et en fait la plupart du temps ils se reconvertissent dans des pierres plus précieuses, plus fines, qui pèsent moins lourd du fait de leur c'est pour ça qu'on leur rareté, leur poids. Oui, on voit beaucoup plus de ces genres de pierres qui sont travaillées, sculptées, avec des motifs souvent un peu géométriques, et on les voit dans des pendentifs nettement plus petits. C'est vrai que les pièces que tu as réalisées sont relativement... ont toujours un volume, mais ça permet aussi une expression, ça permet... les pièces géométriques dont tu parles, c'est donc typiquement pour moi du travail de tour, c'est pas du travail de glyptique. Le travail de glyptique, c'est quand même assez souvent un travail contraire du travail abstrait, c'est du figuratif. Et moi, je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Certaines personnes estiment que si tu n'es pas capable de faire de l'abstrait, c'est que quelque part tu n'es pas moderne. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Il y a toujours eu, aujourd'hui, si on cherche des pièces intemporelles, quand tu vas voir l'exposition de Toutankhamon, tu as autant d'émotions que ces pièces étaient presque modernes, quoi. Enfin contemporaines. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessin et la sculpture aussi, la matière, le travail avec la matière. C'est ça que j'essaie de transmettre avec une certaine intransigeance parce que je pense que le travail abstrait, entre guillemets, est quand même plus facilement réalisable qu'un travail figuratif réussi. Alors, quand tu vois la pierre, quand tu as une couleur de pierre, quand tu as un mot... Est-ce que tu arrives à te transposer dans un dessin où tu pars de ton dessin, où les deux se mixent certaines fois? Alors donc moi avec le parcours, avec le temps, donc aujourd'hui oui je réalise mes propres dessins, c'est-à-dire que dans la maison Cartier j'ai fondé un atelier. Dans cet atelier nous avons la possibilité
de dessiner. En dehors du fait que nous aussi nous pouvons travailler avec d'autres studios de création de la maison. Mais il s'avère avec le temps aussi qu'il est beaucoup plus facile pour nous de concevoir nos pièces nous-mêmes et de les réaliser, donc de suivre leur développement joaillier, parce que j'apporte avec mon expérience quelque chose d'unique et qui fait que j'arrive à créer des pièces qui sont plus qui sont plus réalisables. D'accord, oui. Tu as et l'œil et la compétence, la main pour le faire, donc tu peux aller dans tout ce domaine-là. Ça serait moins facile de répondre à un dessin quelque chose parce que avec ta connaissance des pierres, tu sais comment un petit peu faire les choses. Même si après on peut le remettre dans un atelier de joaillerie parce qu'on crée c'est un collier, c'est un bracelet, c'est une broche, c'est une bague, donc on peut la remettre dans ce domaine-là. Mais toi, tu es libre de cette partie-là à la réalisation. J'ai aussi moins de problèmes si j'ai des difficultés au cours de la réalisation. Il m'est plus facile de modifier, je dirais, la sculpture au fur et à mesure du travail, sans que ce soit pour moi, sans que ça crée des problèmes relationnels, je dirais. Une certaine tension. Est-ce que c'est suffisamment clair dans ce que tu as dit sur le non, dans le parcours après, si tu veux, donc j'ai aussi rencontré, j'ai croisé la maison Dior au début, c'est-à-dire que j'ai fondé un atelier à Paris, après... on est dans lesquelles années? Là, on est en 2005. Parfait. J'ai fondé un atelier en 2005 à Paris, tout de suite pour transmettre. Et évidemment, j'étais beaucoup plus visible que lorsque j'étais dans ma cuisine. Très rapidement, de nombreux joailliers de la place sont venus me rencontrer. Et avec l'atelier que j'avais dans mes murs, l'atelier de joaillerie, ensemble, on a travaillé sur les premières collections de Victoire de Castellane, de la maison Dior. Là c'est pareil, c'était une autre expérience parce que je passais beaucoup de temps avec Victoire. On réfléchissait aux pièces qu'elle voulait réaliser. Je lui apportais quelquefois les matières que je trouvais. Elle faisait dessiner par son équipe son studio. Et ensuite on réalisait des pièces comme la collection Belladone, Roi et Reine, Le Bal des Roses. Ce que ça m'a apporté cette période-là, c'est cette manière de transgresser les règles aussi. C'est-à-dire que pour moi, le travail artistique, c'est quelqu'un qui a assimilé, c'est une technique qui naît d'artistes qui ont peut-être assimilé des techniques, qui ont assimilé une certaine forme d'éducation artistique. Et moi, ce que j'ai appris là, c'est comment un petit peu me sortir des sentiers et peut-être transgresser les règles techniques, je dirais. C'est là où j'ai pris conscience un petit peu, peut-être ma capacité à mener des projets qui étaient un peu en dehors des normes classiques. Voilà. En fin de compte, ce que je comprends, c'est que tu avais une compétence, un attrait, quelque chose comme ça, et puis un savoir, et tu es allé à chaque fois chercher avec d'autres créateurs, d'autres formes d'expression. Exactement, et c'est comme ça aussi que je suis rentré dans la maison, c'est-à-dire que le président de l'époque est venu me chercher, et il m'a demandé de fonder un atelier au sein de la maison Cartier. Et là aussi, c'était encore une nouvelle expérience. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très curieux de voir si j'étais capable, au sein d'une maison aussi importante, à continuer à faire ce que je faisais tout en le transmettant. En le transmettant, en ayant un héritage d'une maison, un héritage culturel, parce que c'est un style, il y a une patte, il y a une identification. Toi, d'amener tout ce savoir, toute cette compétence, et de pouvoir
le retransformer, le refaire voyager dans d'autres pièces. Oui, parce que la maison Cartier, c'est quand même évidemment une maison historique, donc elle a son style. Pour moi, le style, c'est un langage. C'est un langage plus ou moins contemporain, et en fait, le style évolue. Donc, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça, sauf que peut-être il a fallu que je fasse quand même la preuve que ces pièces-là étaient réalisables au sein de la maison. Mais c'était ça qui m'amusait en fait, c'était essayer de m'introduire, essayer d'assimiler ce style et de pouvoir continuer à le réaliser et surtout à le transmettre, ce travail, parce que je pense que le problème de tous ces métiers d'art ou ces techniques un peu rares, c'est la création qui fait qu'elles survivront. Si on n'est pas capable de faire cette transition, c'est-à-dire créer et à la fois vendre ces pièces dans l'époque où nous vivons, ces techniques n'ont pas de raison de survivre. Elles ne vivront pas. Donc pour moi, c'est vraiment important que les personnes à qui je transmets puissent aussi vivre de ce travail. Alors, depuis les années 2000, donc, quand tu as créé ton atelier, ça a toujours été très important que tu puisses être présent dans la transmission. C'est aussi engageant pour toi que ta création, que le fait d'être avec d'autres joailliers, des maisons. En fait, j'ai pris un engagement aussi en 2008. Oui, c'était très important à partir d'une certaine époque où je me suis aperçu donc que mes pièces avaient un certain retentissement, entre guillemets, à la limite du milieu dans lequel elles sont, bien entendu. Oui. Donc là, je me suis dit, ça serait intéressant de réussir à le transmettre. Aussi, dans ces périodes-là, j'ai été nommé maître d'art. Maître d'art, c'est une nomination que tu demandes. Donc, c'est pas du tout forcément une reconnaissance. C'est aussi un engagement parce que le maître d'art s'engage à transmettre. Donc, il nomme un élève qu'il formerait pendant 3 ans. Et après, bon, c'était l'idée de transmettre. Il est évident que moi, dans ma technique, 3 ans, c'est rien du tout. Non, il faut un... Toi, mais tu établis ça sur combien de temps? J'ai de la chance, c'est que l'élève que j'ai rencontré était déjà dans mon atelier à l'époque, très jeune. Et c'est Émilie que j'ai donc nommé mon élève à cette occasion-là, et qui est toujours avec moi depuis maintenant 13 ans. Et qui vient d'être nommé responsable de l'atelier que j'ai formé chez Cartier. Ah. Donc, pour parler de la transmission, oui, c'est un engagement que j'ai pris donc, à ce moment-là. Donc, Émilie a son parcours. Toi, tu lui amènes tout ton savoir, tout ton œil, ta main, tout ce que tu sais aussi, pour que ce soit elle qui réalise de plus en plus les choses. Elle le fait déjà, puisqu'il y a des pièces... En fait, transmettre, c'est pas facile. Là, l'idée surtout que j'avais, c'était de lui faire prendre des raccourcis, c'est-à-dire peut-être ne pas prendre tout le temps que j'ai pris moi à rechercher certaines choses que j'ai retrouvées. C'est pas moi qui les ai inventées. Et c'est plus ça l'idée, c'est de prendre autour de soi des personnes qui cherchent à pratiquer peut-être la même chose que moi, mais qui la pratiquent à leur manière aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Émilie, elle dessine et elle réalise ses propres idées. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on en parle ensemble, les projets qu'on aimerait réaliser, et puis après, l'une ou l'autre dans l'atelier prend ce projet à cœur, elle le dessine, parce que je voudrais qu'elle soit vraiment à l'origine, qu'elles apprennent aussi la conception de la pièce avec la pierre dure. Parce que c'est tout un cheminement. Voilà, c'est important qu'elles soient capables aussi de le réaliser. C'est là où mon atelier, je pense, c'est unique au monde. Sont des personnes qui, pour la plupart, ont moins de 30 ans,
elles dessinent joaillerie, elles apprennent à dessiner joaillerie. Elles travaillent avec d'autres ateliers, ce qui fait que ça fait aussi cette ouverture. D'abord, elles apprennent à dessiner. Après, on fait signer le dessin en comité création, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et une expérience toujours un peu unique à chaque fois. Parce que ça doit répondre à une sorte d'héritage culturel d'une maison. Il y a le style, il y a la faisabilité, il y a le brief, il y a le marketing, il y a réussir tout ça. C'est 1001 personnes. Voilà. Et là, il faut qu'elle réussisse ce défi. Donc à chaque fois, en général, on y arrive assez bien maintenant. Avec le temps, on a réussi à mieux comprendre trouver vos repères. Les repères. Et après, donc, en plus, elles réalisent leurs propres pièces. La facilité qu'on a, c'est que nous, on part des pierres qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on évite de réaliser, c'est ça aussi qui est important, de réaliser des projets et après courir après les pierres. L'idée là, c'est de partir d'une pierre brute qu'on a déjà dans ce que j'appelle notre lithothèque, c'est-à-dire qu'on est toujours entouré de pierres sur des étagères. Et là, on choisit une pierre, on fait un projet, et comme ça, a priori, on est censé avoir la bonne pierre pour faire le projet. Moi, j'ai vu dans les pierres que tu avais sélectionnées, j'ai vu des calcédoines, j'ai vu du bois vitrifié. J'ai vu, c'est assez subjugant, hein, cette qualité de pierre. En fait, les pierres que j'ai autour de moi sont des pierres donc, que j'ai achetées avec le temps. Il y en a une partie qui m'appartient d'ailleurs. Parce que tu es un collectionneur de pierres à la base. C'est pas collectionneur, ça donne l'impression d'une collection, oui. Mais c'est plus que par expérience, je profite des opportunités quand j'en vois une, parce que maintenant je sais que je la retrouverai pas forcément. Okay. Et comme ce sont les pierres qui inspirent notre projet, ce qui inspire nos projets, quand je vois une pierre, je sais déjà qu'elle pourra inspirer un projet dans un sens ou dans un autre. Puis ce sont des volumes de pierres qui sont relativement importants, c'est-à-dire par rapport à toi, ce que tu recherches, c'est pas quand même des pierres avec des petits formats. Ah non, ça peut être facilement des pierres qui fassent 10 kg, 20 kg. Et donc, ce que j'apporte aussi, c'est que je scie moi-même mes pierres. Et je recherche moi-même la partie qui m'intéresse dans la pierre. Tu la sondes presque. Tout à fait. Tu calcules ton angle, la façon dont non, c'est pas trop des calculs d'angle, c'est plus rechercher la bonne couleur au sein du brut ou les bonnes veines qui m'intéressent. Et souvent j'ai de la veine, ça tombe bien. Ah oui. Et c'est toute l'expérience que j'apporte aussi quand on travaille sur des pierres plus précieuses comme des rubénites, des morganites, des aigues marines. Là, il y a quelquefois une forme de dichroïsme. Donc, c'est quoi ce mot-là ? C'est lorsque la pierre peut avoir différentes couleurs selon comment on l'oriente ou si la couleur s'en va. Ah ok, dichroïsme. Et après, ces pierres, elles sont un petit peu fissurées, givrées, à l'image que nous sommes nous tous. Et donc, toute l'idée, c'est de réussir à orienter la pierre pour que quelquefois privilégier la couleur ou autrefois privilégier cacher les fissures ou les craques qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ça que je fais en sciant moi-même mes pierres aussi, c'est avoir toute cette expérience de comment je vais exploiter ce brut et le sublimer. Parce qu'évidemment, c'est pas des pierres j'aime, sinon on ferait des pierres fastées qu'on vendrait à 300 € le carat, je sais pas quoi. Là, c'est des pierres que j'achète brutes et à partir desquelles j'essaie d'extraire des pierres qui sont souvent habitées de givre. Mais j'aime bien, moi aussi, ça leur donne de la vie et c'est beau. Mais presque le défaut, c'est pas un défaut, hein, mais l'atypisme de certaines pierres, tu as réussi à les rendre dans ces bijoux, tu as réussi à rendre quelque chose qui en même temps est très fort parce qu'il y a ou des tigres ou des ours ou d'autres dessins représentés, mais il y a aussi quelque chose dans cette pierre qui est dure, il y a quelque chose de très doux.
Il y a quelque chose qui est extrêmement pas fragile, mais qui se ressent. Est-ce que ça, c'est mon point de vue parce que je l'ai vu faire? On me l'a déjà dit, oui, Ou que toi, j'avais tu... comme ça, mais bon, je pense que c'est parce que quelquefois aussi, de travailler en taille directe dans la matière, de choisir la matière, c'est un peu l'expression de notre humanité, je dirais. Peut-être que c'est parce que je suis peut-être pas très brutal, pas très violent, je sais pas. Ouais, mais c'est joli ce que tu dis dans cette façon de donner à la pierre, qui est quand même une pierre extrêmement dure, parce que certaines ont des millions d'années. Tu leur fais... enfin, l'humain perçoit une certaine fragilité, quelque chose comme ça. Ça, c'est extraordinaire. Alors, les pierres dont tu parles là, par exemple les bois pétrifiés ou les matières silicifiées comme ça, c'est donc des pierres qui ont plusieurs millions d'années. Elles ont environ 50 à 120 millions d'années. Et ces pierres, évidemment, ce qui m'amuse, c'est de les retravailler, puisque ce sont des bois qui ont existé à une période. Et donc je les retravaille et d'une certaine manière, je leur redonne une forme de vie. Voilà. Donc c'est un petit peu comme une certaine résilience de la matière, une renaissance dans un domaine, oui. De comment tu vois ton atelier avec le fait de transmettre comme ça? Alors la transmission c'est compliqué, hein, parce qu'en fait, pour transmettre déjà il faut être deux. Donc il y a le maître et l'élève. Dans le cas présent, c'est comme ça qu'on dit. Et l'élève, tu ne choisis pas toujours. Quelquefois, il vient à toi. C'est comme moi avec Émilie. Quelquefois, tu peux un peu le choisir pour d'autres personnes. Mais après, on ne peut pas connaître exactement, comme je dis, le business plan de la personne. Et donc, ça peut se passer plus ou moins bien. En fait, de tous les maîtres d'art que je connais, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi forcément à garder leurs élèves ou à leur transmettre tout ce qu'ils voulaient. Mais ça, c'est humain. Oui, on ne peut pas obliger une personne qui a 20-30 ans, toute sa vie, être assise sur une chaise. Et, c'est aussi une question de tempérament, de découverte du métier, de tout ça. De se nourrir aussi par d'autres choses, d'aller voir d'autres... D'aller voir ailleurs. Toi, j'aimerais qu'on puisse se rendre compte du temps que tu passes sur une pierre. Donc, tu prends n'importe laquelle et donne-nous une idée dans le temps, de comment ça se passe. Il y a un dessin, on commence la réalisation... Et puis le nombre d'heures, parce qu'on parle souvent nombre d'heures, c'est un chiffre important, mais on ne se rend pas bien compte. Toi, dans un décompte sur l'année? Alors en fait, ça dépend déjà comment tu travailles. Moi là, je travaille dans une grande maison, donc il y a un process qui est donc le dessin. Ensuite, le dessin est présenté. Donc réaliser une idée, un dessin, tout ça, ça peut mettre quelquefois un mois. Voilà, le temps qu'on mette l'idée mais l'idée elle germe quelquefois même avant si on va par là. Ensuite quand le dessin est signé, il faut compter 4, 5, 6 mois, le temps qu'il commence à prendre le trajet de l'étude de prix, l'étude de faisabilité. Ensuite donc là on est à 6 mois, ensuite mettons qu'on décide de le réaliser et de l'inclure dans une collection, ça peut mettre encore un an et demi pour le sortir, vraiment. Oui, c'est ça. De programmation. Il y a un temps qui est on n'est plus du tout dans le temps des bijoux qui sortent vite, qui se font vite, qui sont faits par des machines. Non, c'est pas possible. Voilà. Pas possible. Alors après, ma partie à moi, elle est fonction évidemment de la complexité de la pièce. Si on la réalise complètement à la main, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir, maintenant j'aime bien en parler, parce qu'on est un peu à la pointe de tout ça, il y a des technologies qui permettent d'ébaucher les matières. Donc là, moi j'ai un petit peu déjà réalisé des pièces que j'ai ébauchées du brut et après qui sont... ébauché en machine et je l'ai fini complètement à la main et là c'est des pièces malgré tout sur lesquelles je passe presque autant de temps que quand je les faisais mais sauf qu'elles sont
plus complexes. Et s'il fallait que je les fasse complètement à la main, ça mettrait plusieurs années. C'est ça. Est-ce que tu passes par une maquette? Alors, Une résine ou quand j'étais jeune, je faisais pas de maquette quasiment. T'attaquais direct la pierre. Voilà, je faisais pas de maquette et c'est là où c'est ça que j'aime bien d'ailleurs, c'est quelquefois ces pièces qui ont une certaine maladresse, un petit peu. Moi, je me prétends pas un grand artiste, hein. Ça m'amuse. Avec ce que tu réalises quand même. Oui, mais je suis pas Michel-Ange, je sais Ok. pas quoi. Je suis un artiste qui a réalisé des commandes pour des joailliers. Et en taille directe, c'est très très compliqué. Donc quelquefois ces pièces ont une certaine forme de maladresse ou je sais pas quoi que j'aime bien. Et on le ressent d'autant plus lorsqu'elles ne sont pas trop étudiées. Aujourd'hui, on voudrait que tout soit parfaitement réussi. Oui, dans un timing super court. Oui, mais c'est le mal du siècle. Même pas forcément un timing court, mais que ce soit d'un esthétique parfait. Et là, on s'aperçoit que tout de suite, elles perdent un peu de leur humanité. Donc, c'est pour dire que faire des maquettes, c'est très important pour pouvoir étudier les portées, étudier les volumes. Mais j'aime bien lorsque on commence à attaquer la pierre, on oublie la maquette et qu'on parte sur ce que donne la pierre. Comme la pierre nous inspire. C'est comme ça que les pièces créent de l'émotion. Alors c'est ça que j'essaye d'apprendre aux personnes qui travaillent avec moi. C'est que ce qui compte en fait, c'est de se réinventer à chaque fois. Si on reste dans des constructions trop procédurières ou comment on dit, avec un certain process. Oui, puis il y a une routine dans ces cas-là qui s'installe, même artistiquement. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien qu'on se réinvente dans l'outillage, qu'on se réinvente dans la démarche. Tout à fait. C'est très important. Donc ça veut dire aussi que tu as un élève ou des élèves qui ont cette capacité et d'apprendre et de se lancer, d'être à l'écoute des autres, mais à l'écoute d'elles aussi pour créer, pour être... Alors ça, ce serait évidemment le but recherché. Après, comme je disais tout à l'heure, chacun a son business plan et à la fois, on peut aussi avoir des personnalités différentes et cette capacité de créer n'est pas forcément innée. C'est aussi quelque chose qui s'acquiert avec le temps. D'accord. Et donc, quelquefois, on peut avoir des jeunes personnes particulièrement habiles, particulièrement douées dans un domaine, mais qui n'ont pas forcément cette capacité créatrice. D'accord, donc ils savent réaliser, mais la part d'artiste peut venir... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile de trouver forcément quelqu'un qui devient artiste, créateur... Bien sûr, ouais, ça c'est l'amalgame parfait. Voilà. C'est ça qui n'est pas forcément évident aussi à trouver. À l'heure actuelle, toi, quels sont tes... qu'est-ce que tu souhaites encore faire? Là, mon travail est un peu en train de changer. J'ai transmis l'atelier à Émilie au mois de décembre parce que j'estime que je dois maintenant prendre le temps de la transition. La transition, ça veut dire que peut-être qu'un jour, j'arrêterai de travailler ou je ferai autre chose. Et en fait, c'est bizarre, mais la vie s'accélère avec le temps. Et aujourd'hui, je me trouve dans des missions plus de représentant de la maison, pour l'image de la maison. Et ça m'amuse de le faire parce que la maison Cartier s'est vraiment investie à mes côtés. Et c'est une vraie reconnaissance. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par des expositions, des manifestations auxquelles je participe, où je présente un petit peu ma technique, mon travail, et en même temps, je présente comment la maison s'investit dans cette transmission. Concrètement, la maison Monsieur Rupert,
propriétaire responsable, propriétaire de la maison Richemont, a créé une fondation en Suisse qui s'appelle la Fondation Michelangelo. Et cette fondation a pour vocation de parler, de mettre en avant des métiers rares ou des savoir-faire rares. Et entre autres, ils ont créé une biennale à Venise à laquelle j'ai participé l'année dernière, et l'année prochaine il y en aura une autre puisque c'est une biennale. Et là l'idée c'est de présenter au grand public le travail qu'on fait dans la maison. Et j'ai fait aussi un petit peu l'équivalent à Pékin, dans une grande boutique à Pékin, où là je présentais auprès des grandes clientes pareil mon travail. On avait refait un atelier fictif entre guillemets pour présenter aux gens, et là je pouvais montrer comment on gravait les pierres, leur expliquer. Et là je pars à Tokyo jeudi pour refaire un petit peu la même chose pendant 3 semaines dans un musée, dans le cadre d'une exposition qui va avoir lieu à Tokyo de quartier importante. À côté, dans un musée, je fais présenter aussi mon travail, mais évidemment le travail que je réalise au sein de la maison. C'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment dans cette optique de transmission. C'est-à-dire que toi, tu as appris, tu as très vite compris que ce qui te tenait à cœur, c'était la transmission, d'être avec des élèves, de parfaire un savoir. Et puis, après, ça va presque au grand public maintenant. Tu es aussi dans cette démarche-là de faire connaître... Aujourd'hui, je suis complètement... je n'ai plus de temps, même presque, pour l'atelier. Je suis obligé de préparer tout ça parce qu'on emporte 500 kilos de pierre, ça fait 50 caisses, à passer les douanes. Et l'année prochaine, il y a encore un autre voyage en Chine qui est prévu, il y a encore Homo Faber. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette transmission-là, elle n'est pas juste à ton atelier, elle est presque à tous ceux qui s'ouvrent sur les métiers d'art, qui sont tous curieux de venir voir, de découvrir. Alors j'ai de la chance parce que la glyptique, c'est une technique qui a été reconnue patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. C'est-à-dire que c'est vraiment une technique rare. Et patrimoine culturel immatériel, ça veut dire que dans l'histoire de notre humanité, bien sûr, elle a sa place parce que de tout temps, les hommes ont gravé les pierres d'une manière ou d'une autre, que ce soit les Égyptiens, voilà, en Grèce, avant, Sumer. Les peintures rupestres, même, donc il y a toujours eu, on appelle en archéologie de la glyptique. Et c'est bien que je puisse le faire, non pas que j'ai la prétention d'être porteur de cette culture, mais simplement c'est encore une fois cette reconnaissance des personnes qui s'investissent, qu'investissent avec leur cœur, quoi, certains savoir-faire, et qui mettent à cœur que ces savoir-faire continuent à vivre. À vivre, à être transmis, à exister, voilà. Et à ne pas disparaître dans l'ombre. Il existe en Chine, en Allemagne, des graveurs sur pierre. Maintenant, moi, avec mon parcours, je me retrouve un petit peu mis en avant de tout ça. Et donc, je me sens un petit peu... redevable de jouer le jeu, d'en parler. Et même, je pense, au sein de la maison, j'ai un petit peu l'impression d'être, entre guillemets, représentant des personnes qui travaillent à la cheville, comme moi j'aimerais qu'on laisse travailler à la cheville. C'est-à-dire que le joaillier qui travaille le métal puisse à sa manière s'exprimer. Exprimer son savoir-faire, exprimer ses idées. Tout le monde n'a pas envie forcément. Non, c'est un domaine mais certaines personnes aimeraient bien. Mais dans la joaillerie, il y a tout ce panel de choses. C'est-à-dire tu peux aimer avoir à faire des pièces en répétition et tu peux être super à l'aise dans la création, dans l'artistique.
toi, pour l'instant? Alors, il y a quelque chose que je dis pas mal en ce moment, c'est que quand Notre-Dame a brûlé, en fait, ce qui nous manquait, c'était pas un lieu de prière, c'était pas ça que les gens pleuraient. En fait, ce qu'on pleurait, c'était un petit peu la perdition, la perte d'une certaine ADN, d'une partie de notre propre mémoire. Et ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est cette défense-là. C'est simplement pouvoir dire on est capable de... c'est un petit peu aussi contre la banalité. Bien sûr, on va la reconstruire, Notre-Dame, en 5 ans, on va refaire une charpente, c'est pas un problème. Ce qu'on a perdu, on l'a perdu, c'est tout. On ne le retrouvera pas. Et donc, c'est ça que j'aimerais pouvoir un petit peu transmettre, c'est cette passion des pierres, travailler avec ces minéraux, ces pierres qui sont endormies depuis des siècles, que personne ne regarde, tout le monde passe à côté, et moi j'essaie de leur redonner vie. C'est ça qui m'intéresse, de transmettre. Je trouve ça très chouette. Je vais le garder pour la fin parce que c'est une très belle conclusion. Je te remercie de m'avoir accepté dans bien des endroits dans tes ateliers. Avec tout ce que j'ai vu, c'est ça qui m'a fait découvrir ton savoir, ton atelier, ta transmission, parce qu'elle te tient à cœur et ça c'est presque ton ADN, je trouve, maintenant. Et puis ça m'a permis de continuer mon chemin avec les pierres aussi. Super. Voilà, merci.